Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le débat du 12-15. L'accès à l'emploi est une question centrale entre les besoins des Gabonaises et des Gabonais et l'action gouvernementale. Hier, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a d'ailleurs reçu au palais présidentiel une centaine de jeunes intéressés par l'obtention de motos tricycles. Des centaines de ces véhicules à usage de transport de marchandises leur seront distribués dans les tout prochains jours en vue de leur permettre de se lancer dans l'auto-emploi. La lutte contre le chômage passe aussi par la formation et notamment la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous allons discuter de formation pour cadrer avec les besoins du marché de l'emploi. Formation professionnelle, une clé pour l'emploi, c'est notre thème du jour. Et pour en parler, je reçois M. Hervé Onva. Il est agriculteur et entrepreneur, agripreneur, comme on dit aujourd'hui. Monsieur Hervé Onva, bonjour. Bonjour Dimitri. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est tout un honneur. À ses côtés, nous avons Monsieur Ebanela qui, lui, est philosophe politique, enseignant, chercheur. Monsieur Ebanela, bonjour. Bonjour, Monsieur Aborner. Alors, monsieur, un petit commentaire sur cette actualité. Est-ce qu'en multipliant les initiatives telles que la mise à disposition des moyens logistiques auprès d'une cible de la population, on peut arriver à faire baisser de façon drastique le chômage au Gabon? On a vu le président qui a promis la mise à disposition de ces motos tricycles. On a vu la mise à disposition des taxis Gab. On a vu ici à Libreville ou encore à l'intérieur du pays, mais également certains ballots à la disposition de certains jeunes. Est-ce que ce type d'initiative peut favoriser à faire baisser la courbe du chômage? Alors, d'entrée de jeu, je dois commencer déjà par vous dire merci de m'avoir invité à nouveau sur ce plateau. Et pour répondre à cette question, je dois dire que multiplier les initiatives est une très bonne chose. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose. C'est une très bonne chose parce que ça permet en même temps de voir à quel niveau les manques sont à observer et qu'est-ce qu'il faut apporter comme solution pour essayer de booster les secteurs ciblés. Mais d'un autre point de vue, il faut également, au-delà de cette multiplication des initiatives, procéder au suivi constant, permanent, régulier, voir si les initiatives telles qu'elles ont été prises et engagées sont respectées. À mi-chemin, la nécessité de procéder toujours à une évaluation, à un bilan s'impose. Donc il faut toujours, de temps à autre, opérer ce suivi-là, procéder à une certaine évaluation, voir si les gens qui ont bénéficié des bienfaits de cette initiative les observent comme il se doit, selon les principes qui ont été établis de commun accord, et voir si les résultats escomptés, les résultats attendus sont obtenus. Monsieur Hervé Onva, vous êtes un entrepreneur achevé, un entrepreneur accompli. On voit des jeunes qui se lancent dans des activités génératrices de revenus et aujourd'hui, l'État essaie de faire des efforts pour un accompagnement. Est-ce que, pensez-vous que ce sont des initiatives qui peuvent permettre quand même à plus d'un de sortir de la situation de chômage? Oui, déjà, encore merci, M. Aborner, parce qu'en 2025, si on me demandait quel était pour vous le premier souhait que vous feriez par rapport au Gabon, c'est trouver des solutions adaptées aux réalités sociologiques, économiques, mais également politiques du Gabon. Oui, les initiatives sont importantes, mais initiative pour initiative, non. Une initiative doit venir résoudre un problème. Un problème. Aujourd'hui, on le sait, le problème qui se pose avec acuité, c'est le problème du chômage. Beaucoup de jeunes ont du mal à avoir accès à des activités pour leur permettre de joindre les deux bouts. Il faut d'abord cartographier le chômeur. C'est quoi d'abord le chômeur? C'est qui d'abord le chômeur dont on parle? On peut estimer de façon globale, d'accord, qu'il y en a qui sont diplômés et qui ont du mal à avoir accès à un emploi, et puis il y a d'autres qui ne sont peut-être pas Regardez, diplômés. Regardez, je vais vous donner un exemple. Il y a un très grand projet que le chef de l'État a lancé il y a quelques mois, celui des taxis. Vous avez suivi pendant une semaine sur les réseaux sociaux l'information que l'on avait, qui nous était servie, c'était beaucoup plus celle des accidents que l'importance même
de ce projet. De ce projet. Et à ce moment-là, ça a créé des doutes. Les pessimistes sont devenus super pessimistes. Disons vous que voyez? Donc laissez-moi venir. Vous voulez des solutions. Vous nous appelez en tant qu'experts pour que nous puissions vous apporter nos pistes de solutions. Moi, je suis un entrepreneur. C'est-à-dire que moi, je le vis au quotidien. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Vous parlez de formation. Au Gabon, il y a la formation duale. La formation duale, c'est 75% de pratique, 25% de théorie. Justement, monsieur, si vous permettez, on va y arriver de façon progressive. Justement, dans le secteur qui est le vôtre, le secteur agricole, c'est un secteur en plein essor. Ce secteur doit nécessiter des formations préalables. Il n'y a pas qu'un seul métier dans l'agriculture. Il y en a plusieurs métiers dans le domaine agricole. Si vous me laissez évoluer, oui, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ne m'amenez pas l'expert que je suis dans une vision que vous avez. Vous avez planté le décor. Laissez l'expert vous faire voyager dans le secteur, parce que c'est lui l'expert. Oui, vous voyez? Et à partir de là, il vous donne un message entier. Ce message est reçu par les compatriotes. Justement, l'idée ici, c'est de comprendre comment ça se passe dans le secteur agricole. Comment arriver à avoir des niches d'emploi pour permettre aux jeunes d'embrasser, par exemple, ce secteur d'activité? Aujourd'hui, dans le secteur agricole, nous avons depuis 4 ans la formation duale. La formation duale est accessible à tous les Gabonais de 16 à plus. D'accord? C'est une formation qui se fait sur la base d'un curricula validé entre les acteurs du secteur agricole, la direction de la formation au ministère de l'Agriculture, mais également de la formation professionnelle, l'agence pour la formation professionnelle. Donc, au sorti de là, le programme a même été présenté à l'Assemblée et validé. D'accord? Donc, il y a cette formation qui existe aujourd'hui. 75% de pratique, 25% de théorie. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'une personne, déjà qu'il soit lettré ou pas, a accès à cette formation. Donc, on ne limite pas. Et on en fait des entrepreneurs agricoles. Parce que dans cette formation, il y a des éléments importants qui prennent en compte des réalités sociologiques et anthropologiques et économiques liées à la cible. Très bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous invitons par exemple les formateurs à s'approprier d'abord de l'écosystème existant pour que les formations qui se font aujourd'hui dans les centres de formation, même dans les instituts de formation de l'État, soient en phase avec nos réalités. Bien. Nous avons une expertise locale, nationale, capable de concevoir des outils de formation adaptés aux réalités et qui s'arriment à l'international. En revenant sur le secteur agricole, mais c'est très simple. Nous avons le fonds d'investissement stratégique qui est là. L'agriculture nécessite des investissements stratégiques. Et des investissements importants, on l'imagine. Monsieur Eban est là, vous êtes enseignant. Est-ce que vous entendez le discours de monsieur Hervé Anva qui dit qu'il faudrait aussi que les formateurs qui animent justement les instituts de formation eux-mêmes s'imprègnent déjà des réalités locales, des réalités sur le terrain pour pouvoir transmettre des formations beaucoup plus pragmatiques aux jeunes qui sont dans ces écoles de formation pour pouvoir leur permettre justement à la fois de devenir entrepreneurs ou bien pour pouvoir avoir accès facilement à un emploi dans une entreprise. Oui, M. Arbourner. Alors, je partage le point de vue de M. Onva sur cette question. Alors, le problème de fond, c'est qu'il y a eu un renversement de l'ordre des choses. On a voulu faire précéder la disponibilité de l'emploi à la disponibilité des formations, de telle sorte que, au lieu que ce soit l'emploi qui appelle la formation, c'est la formation qui s'est retrouvée en train d'appeler l'emploi. Donc on a par exemple dans des universités des formations qui sont disponibles et sur le marché de l'emploi, elles butent devant l'indisponibilité des emplois, des métiers. Et du coup, ça crée ce qu'il a été convenu d'appeler l'inadéquation formation-emploi, qui normalement n'en est pas une, parce que le problème, il est ailleurs.
Le problème est dans ces différents éléments que je viens d'indiquer. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est que vous parliez des initiatives tout à l'heure. Et au nombre des initiatives, il y a ce qu'on appelle les assises. Il y en a eu en mai 2024, il y en a eu récemment. Et moi, je pense que organiser des assises n'est pas en soi une mauvaise chose. Mais il faudra veiller à ce que ces assises ne soient pas totalement portées vers la technocratie et la bureaucratie. C'est-à-dire le pouvoir de ces bureaucrates qui viennent donner des idées et puis bon, sans... Et qui disparaissent. Et qui disparaissent sans un travail de fond qui prend en compte des éléments scientifiques. Voilà, scientifiques. Et ce que moi je proposerais, c'est une adéquation entre ces assises qui convoquent des technocrates, des bureaucrates et la commande publique. Il faut ajouter à ces organisations des assises un travail de commande publique qui doit être fait par l'État et par les entreprises. C'est-à-dire qu'en amont, c'est l'État qui met à disposition un type d'emploi qu'il veut pour la société et ensuite qui lance la commande publique au niveau des universités, des instituts de recherche, des centres de recherche pour mener des réflexions en collaboration avec des technocrates, des bureaucrates afin de produire des éléments susceptibles de régler le problème de chômage qui se pose. Alors, l'une des initiatives, Monsieur Onva, vous qui êtes un acteur important du secteur agricole, c'est la création de la SAG, la Société agricole et de l'élevage du Gabon. Est-ce que cette entreprise est-elle déjà opérationnelle? Vous savez, je vais suivre les pas de mon frère avant de répondre. Il a planté le décor. Mais moi, je veux que nous soyons gabonais, c'est-à-dire que quand on discute, on passe une information aux Gabonais, je veux que nous soyons réalistes en phase avec les réalités que nous vivons. Une personne qui a faim, une personne qui se lève le matin, qui ne sait pas ce qu'il va donner à manger à sa famille, à cette personne, on n'a pas besoin d'attendre les assises. Le Gabon est dans une période de transition. Nous avons un fichier existant. Nous avons une base existante. À partir de cette base-là, par rapport à certaines initiatives, nous pouvons déjà lancer un programme. Il y a déjà quelque chose d'assez structuré. Parce que quand le chef de l'État vient annoncer au peuple gabonais la création sur un agenda assez durable de près de 13 000 emplois, c'est qu'il y a déjà une vision. Mais cette vision-là, c'est sur 3 grands secteurs. Mais à côté de ça, il y a un impact sur quelque chose dont le président n'a pas parlé. Peut-être, je pense que c'est la surprise qu'il va nous faire. C'est le secteur agricole. L'agriculture dont on parle, c'est la nourriture, mon frère. C'est la nourriture. Rien ne peut se faire si nous n'avons pas la nourriture. Est-ce que ces 13 000 nouveaux salariés, nous allons les garder, les entretenir, les nourrir avec la nourriture qui vient des autres pays? Je pense que non. Là, nous avons un boulevard. Un boulevard. Voici les impacts positifs de ce type de projet. Nous avons un boulevard qui englobe tout le monde, tous les secteurs, pour produire la nourriture. Parce que pour produire la nourriture, nous avons besoin des charpentiers. Pour produire la nourriture, nous avons besoin des mécaniciens. Pour produire la nourriture, nous avons besoin des informaticiens. Pour produire la nourriture, nous avons besoin de tout un écosystème qui va créer des milliers d'emplois également et qui va permettre au Gabon de véritablement, à partir de là, mettre en place des plans sur le long terme. À situation d'urgence, mesure d'urgence. Alors, monsieur, je reviens sur ma question. Est-ce que la SAEG est déjà opérationnelle? Déjà, je vais vous dire quelque chose de très honnête, et ils le savent. Ce n'est pas la première fois que j'en parle. À la création de cette initiative, nous avons dit que c'était une très bonne chose. Mais vous savez, tant que vous allez politiser l'activité de développement dans notre pays, on arrivera à des solutions comme ça. Vous ne pouvez pas mettre dans une telle structure à qui vous confiez des missions bien précises des personnes qui sont dans le secteur agricole depuis 10, 15, 20 ans et qui n'ont pas produit de résultats. Pendant qu'à côté, il y a des jeunes agriculteurs, il y a des personnes, des Gabonais talentueux qui arrivent à produire du poulet que nous mangeons, que nous apprécions, qui arrivent à produire de la caille,
qui arrivent à produire de la banane, de l'ananas. Des jeunes engagés. Des jeunes engagés, mais qui ne sont pas associés à la réflexion. Ce n'est pas possible. Un an, plus d'un an, il y a des salaires qui ont été payés. Mais à quoi ça a servi? Pour planter le folon, ou l'oseille, ou le concombre, ou les courgettes, ou la tomate cerise qui coûte 18 000 francs à Carrefour. C'est 50 jours. 50 jours. Mais nous les faisons venir par avion depuis la France. La donne devrait changer. Monsieur Eban, et là, je me tourne vers vous pour revenir sur cette problématique de la SAEG. Il y a des entrepreneurs, des agripreneurs, en individuel ou en coopérative, qui ont affiché leur volonté de travailler de concert avec la SAEG. Mais on le sait également, le lycée, le complexe scolaire de Bikele, par exemple, forme beaucoup de jeunes dans les métiers de l'agriculture. Ma question aujourd'hui est celle de savoir, pour la SAEG, a-t-elle plus intérêt à travailler avec des entrepreneurs qui sont déjà en activité ou bien devrait-elle prioriser les élèves qui sortent des formations? Alors, la démarche serait exclusive, discriminatoire, et ce ne serait pas bien. Dès lors qu'une entreprise s'implante dans un espace bien donné, dans un territoire, dans un État, elle doit s'ouvrir à toute forme de possibilités. Donc, toutes les offres de formation, toutes les demandes d'emploi que l'on vient formuler à son sujet doivent faire l'objet d'un regard attentif et bien particulier. Alors, pour prolonger cette réflexion, je voudrais faire mien le leitmotiv développé tout à l'heure par M. Onva, à savoir que le travail doit être, la réflexion, le travail les deux doivent être globalisants, englobants. Il ne faut pas qu'il y ait des exclusions, il ne faut pas qu'il y ait des discriminations, parce que le défaut de ce genre de démarche et de certaines assises, ainsi que des réflexions qui sont menées, c'est de vouloir toujours focaliser l'attention sur des formations ou des types de métiers jugés a priori ou entre guillemets prioritaires. Mais le danger, c'est que ça condamne les autres formes d'activité à une forme de marginalisation, ce qui n'est pas bien. Or, on devrait porter un regard attentif sur tous les secteurs, les prendre de la même manière. Oui, mais M. Eban est là. Est-ce que, quand même, au regard quand même du développement de l'activité, est-ce qu'il n'y a pas des secteurs qui prennent le pas sur d'autres? Vous faites bien d'utiliser le concept développement. Le danger, c'est qu'on a conçu le développement sous l'angle de la conception qu'on en a en Europe, dans le monde occidental. On a considéré que le développement résulte d'un certain nombre de secteurs prioritaires, j'insiste sur ce mot. Et par activité prioritaire, on veut entendre par là les activités qui apportent beaucoup plus au PIB national. Et par rapport à d'autres qui ne l'apportent pas. Je conçois, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des secteurs qui enrichissent le PIB. Mais il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que l'infrastructure, il y a aussi la superstructure, il y a aussi les idées, il y a l'humain, il y a la condition humaine, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a les lois, il y a l'administration. On ne peut pas simplement focaliser uniquement l'attention sur le secteur qui rapporte de l'argent par rapport à d'autres qui permettent à l'individu de se développer. Le développement n'est pas seulement infrastructurel, il est aussi humain. D'ailleurs, la première ressource et la plus grande sur laquelle il faut investir pour véritablement amorcer le développement d'un pays, c'est la ressource humaine, ce n'est pas d'abord la ressource. C'est la ressource humaine. Monsieur Onva, je voudrais vous entendre également sur cette question. La démarche adoptée par la SAEG aujourd'hui, il noue des contrats avec des entrepreneurs déjà en activité. On a écouté M. Ebanela qui préconise qu'il y ait justement une démarche englobante. Vous également, vous partagez cet avis de ne pas exclure, ne pas se limiter exclusivement sur ceux qui sont déjà en activité ou faire la part belle à ceux qui ont été formés, mais de tenir compte de toutes les sensibilités? Monsieur Aborneur, vous savez, je m'interdis de faire semblant. Le format tel qu'il est présenté, c'est un format que l'on vit au Gabon depuis plus de 20 ans. Ça n'a rien produit. D'accord? Il y a aujourd'hui des formats plus dynamiques. D'accord? La mise en place
d'un véritable programme national. On n'a pas besoin des centaines de milliers de milliards pour ça. On n'a pas besoin de courir pour ça. De quoi a-t-on besoin, monsieur Onva? On a besoin de mettre à la place qu'il faut, des hommes qu'il faut. Parce que ne parle pas de l'agriculture de manière business. L'agronome, c'est l'itinéraire technique. Un agronome ne connaît pas, les gars ne connaissent pas la pression que nous avons, qu'on doit payer les travailleurs à la fin du mois. Les gars ne connaissent pas la pression qu'il y a trop de pluie sur le site, il faut débrousser. Ils n'ont pas cette pression, ils ne la vivent pas. C'est celui qui vit qui peut parler de ça. Il est temps qu'on arrête. Il serait important. Vous pouvez crier tout ce que vous pouvez crier. Mais tant qu'on ne mettra pas le décideur principal assis en face des acteurs des différentes filières pour discuter, pour lui dire exactement ce qu'ils font, comment ils le font et ce qu'ils attendent de lui, vous verrez qu'on va faciliter les choses. D'un autre côté, derrière le décideur principal, vous avez des Gabonais talentueux. Vous avez des Gabonais talentueux à la CDC. Vous avez des Gabonais talentueux au FJS. Vous avez des Gabonais talentueux au ministère du Commerce, au ministère de l'Agriculture, dans toutes les structures qui veulent travailler à condition qu'on mette en place un écosystème favorable. Il vous suffira de réunir 3 ans. 3 ans pour résoudre les problèmes. Et attention, laissez-moi terminer. Hervé Onva, ce dont je parle, je ne le vis pas qu'au Gabon. Le Gabon, c'est à peine 2 500 000 habitants. Je me suis imposé dans un pays de 20 millions d'habitants en 3 ans et demi, anglophone, avec un niveau d'anglophone bad. Monsieur, on va pour revenir sur notre formation. Êtes-vous en train de dire qu'il faut également mettre l'accent sur la formation en agribusiness en tant que telle? Mais la formation existe. Là, le ministère des Finances, dans le cadre du CAP 2, le ministère des Finances est en train, le CAP est en train d'envoyer 50 stagiaires au village agricole Graines de Bolkobwe pour être formés sur 6 mois. Venez sur le terrain et je vais vous présenter le processus du début jusqu'à la fin. Avec des partenaires aujourd'hui comme Carrefour qui ouvrent les portes au Made in Gabon, mais c'est un boulevard. C'est une solution. Alors, pour revenir rapidement sur l'actualité, merci beaucoup, M. Monva. M. Ban est là. Le président a remanié le gouvernement hier et un ministère à part entière est désormais consacré à la formation professionnelle. Quelles devraient être les priorités dans ce secteur? Alors, il faut déjà saluer le remaniement qui a eu lieu. On rappelle que le ministère de l'Éducation nationale regroupait l'éducation nationale et la formation professionnelle. Ouais, et là, donc, à l'issue de ce remaniement, les deux ministères ont été scindés en deux. Et il y a désormais un ministère à part entière réservé à la formation professionnelle. Voilà. Donc, je crois que la réponse à la question doit s'inscrire dans la recherche des buts, des objectifs d'une formation professionnelle. Et de ce point de vue, une formation professionnelle a toujours pour vocation de professionnaliser les acteurs, les élèves en formation et faire en sorte que les formations professionnalisantes qui leur sont dispensées soient en adéquation avec les métiers qui les attendent dans le marché de l'emploi. Ça revient un peu à ce que je disais déjà d'entrée de jeu. Éviter cette inadéquation entre la formation et l'emploi. Et pour éviter, j'ai esquissé quelques pistes tout à l'heure, je propose que l'on ne mette plus la charrue avant les bœufs. Ce qui se passe dans les instituts, dans certaines écoles et dans certaines universités, à la limite privée, c'est que parfois des formations sont conçues et dispensées sans tenir compte de la réalité du marché. La réalité du marché. C'est ce que nous disait déjà monsieur Onva tout à l'heure. Il ne nous reste plus beaucoup de temps et cela constituera donc votre mot de la fin. Mais monsieur Onva, une dernière question. Comment on allie aujourd'hui formation et lutte contre le chômage? Nous avons des formations qui existent. Dans notre secteur, nous avons la formation duale. Aujourd'hui, nous voulons implémenter ce modèle de formation qui a déjà été utilisé par le gouvernement gabonais pour former des jeunes Gabonais. Nous savons que nous pouvons le faire et nous n'attendons que
le gouvernement pour nous accompagner dans ce sens-là? Vous attendez le gouvernement pour vous accompagner dans ce sens. Messieurs, c'est déjà la fin du débat du 12-15. Merci, mais merci infiniment d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Je rappelle que nous étions avec M. Hervé Onva, il est agripreneur, et M. Ebanela, qui est philosophe politique, enseignant-chercheur, pour évoquer la question de la formation professionnelle et de la lutte contre le chômage. Merci de l'avoir regardé. Ne manquez pas la grande édition de 15h avec Praxel Moudeke. À très vite.